Bien, merci Président. Je vais d'ailleurs appeler les participants, le panel de la première table ronde à me rejoindre. Il n'y a pas d'ordre de préséance. Monsieur Bouet, donc Antoine Bouet, Christian Boissieu, Lionel Fontanier et Dominique Moisy. Donc c'est une soirée interactive parce que vous allez pouvoir... je dirais c'est aussi votre soirée, hein, vous êtes là, merci d'ailleurs de nous avoir rejoints dans ce lieu prestigieux. Deux tables rondes, comme le disait le président Chalandard. La première, autour de ce libre-échange, la fin d'un modèle. Donc c'est vrai qu'il est important de faire tout d'abord un état des lieux, où nous en sommes des équilibres, ou plutôt des points de déséquilibre commerciaux aujourd'hui. Et comme vous avez ici un panel prestigieux, on consacrera quelques minutes à la fin de chacune des tables rondes pour que vous puissiez poser des questions. On y reviendra tout à l'heure. Alors je vous présente rapidement nos invités, même si cela a déjà été fait. Christian Boissieu, vice-président du Cercle des économistes. Antoine Bouet, Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Lionel Fontanier, alors j'ajouterai directeur de l'IMIP, c'est assez récent, c'est l'Institut des politiques macroéconomiques et internationales qui est rattaché à l'École d'économie de Paris. Voilà. Et puis Dominique Moisy, que l'on ne présente plus, le président Chalandard vient de le faire. Avec Dominique Moisy, nous parlerons bien sûr de l'aspect géopolitique après avoir abordé les questions économiques. Alors, je vais vous donner à chacun 3 petites minutes. Ça peut paraître court, mais on peut dire beaucoup de choses en 3 minutes de propos liminaires pour mettre en avant votre idée force en fait par rapport à la thématique de cette table ronde. Et ensuite, nous débattrons avec une série de questions. Alors, Christian Boissieu, je me tourne tout d'abord vers vous. Si on fait un rapide, justement, état des lieux aujourd'hui, on voit en fait 3 grands blocs. Hein. Il y a les États-Unis d'un côté, il y a l'Asie, la Chine de l'autre, et puis au milieu, il y a l'Europe. On peut peut-être schématiser en disant qu'il y a 2 grosses boules de fer, Chine et États-Unis, et puis les boules de pétanque, très lourdes, en acier, et puis les 27 États, les 27 petites boules, peut-être en bois au milieu, qui essaient de nager dans ce contexte international. Alors je suis peut-être un petit peu provocateur en disant cela, mais justement, on va voir concrètement ce qu'il en est. Alors, Christian, si on dresse un panorama général, quel est cet état des lieux aux yeux de l'économiste aujourd'hui ? Bien, d'abord bonsoir et... Ça marche le micro ? Oui. Bon, bravo. Moi je salue évidemment le prix Nobel de Philippe Aghion, qui est non seulement professeur dans cette maison, mais qui est membre du Cercle des économistes, même si ce n'est pas au Cercle de s'arroger en quelque sorte le brio de cette distinction qui revient à Philippe, d'abord. Alors, je vais en 3 minutes, maintenant 2 minutes 50, je vais... avoir un propos par rapport à ce qu'a dit Pierre-André, qui est vraiment à l'articulation de l'état des lieux et de l'avenir. Parce que la question qui me préoccupe aujourd'hui, c'est qui peut ou quoi peut arrêter les initiatives de M. Trump. C'est ça qui m'intéresse. Je veux dire, l'initiative, vous les connaissez, je ne vais pas revenir dessus, la montée de l'unilatéralisme, les droits de douane, et puis le reste. Alors, qui peut ou quoi peut le freiner en quelque sorte? Première idée, pas nous, pas l'Europe. Pour des raisons sur lesquelles je ne reviens pas, je constate que, je ne vais pas revenir sur la négociation et la photo Madame von der Leyen, mais je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas nous qui pouvons l'arrêter. Ce n'est pas l'OMC qui peut l'arrêter, puisque les États-Unis sont mis en dehors du coup pour l'instant de l'Organisation mondiale du commerce. Ils en font partie, mais ils ne siègent pas. Troisième possibilité, la Chine. Ce qui se passe en ce moment depuis 2 jours est intéressant parce que vous avez un bras de fer qui s'amorce, droit de douane contre terres rares. Bon, moi je pense que l'équilibre ne sera pas à 100% de droit de douane, évidemment, mais que période de négociation. Et dans ce contexte-là où, au fond, il n'y a pas beaucoup de résistance, je pense qu'il y a 2 choses qui peuvent freiner l'initiative unilatérale de M. Trump. Premier élément, l'évolution de la macroéconomie américaine. Et deuxième élément, l'évolution de la finance, les variables financières, les marchés financiers et le dollar, ou l'évolution du dollar qui peuvent le freiner. Premier élément, la macroéconomie américaine. Je fais partie des gens, je peux me tromper, comme
tout le monde peut se tromper, qui considère que les droits de douane risquent d'avoir quand même un effet inflationniste aux États-Unis. Alors, au mois d'août, ils sont à plus de 2,9% en rythme annuel d'inflation. En juillet, ils étaient à plus de 2,7%. Au mois de septembre, d'après les premiers chiffres, ça reste autour de 2,9%, mais je pense que l'effet inflationniste est plutôt devant eux que derrière, et donc il va falloir surveiller ça. Alors, en sens inverse, l'effet boomerang de la politique de M. Trump sur l'économie américaine se traduit déjà par un ralentissement de la croissance, une réduction des créations d'emplois, une montée du chômage, qui peut freiner le phénomène d'inflation. Mais il peut y avoir un scénario auquel on peut penser, alors je ne dirais pas de stagflation, mais à la fois de combinaison d'une inflation accélérée et d'une économie qui se porte moins bien du point de vue de l'économie réelle. Pas tout à fait la stagflation, mais quelque chose qui irait dans cette direction et qui pourrait peser sur les élections de mi-terme dans un an. On verra bien, mais moi je pense que c'est la réaction du consommateur américain, la réaction des entreprises américaines qui, sur ce terrain-là, de la macroéconomie, tout ça peut freiner un peu l'initiative de M. Trump. Deuxième facteur qui peut le freiner, la finance. Comme tout le monde, j'ai été frappé par, les quelques jours après la présentation du tableau Excel, le recul du président américain sur le montant des droits de douane. Qu'est-ce qui s'était passé ? Ce qui s'était passé, c'est que le reste du monde, les investisseurs sont venus moins empressés pour acheter des bons du Trésor américain, des obligations du Trésor américain, les taux d'intérêt à long terme ont monté, le dollar a un peu baissé. Et donc je pense que s'il y avait une secousse qu'on ne peut pas exclure, une crise financière, c'est toujours une discontinuité. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de crise de confiance dans le dollar. Depuis 2 jours, avec ce qui se passe, en particulier en France, l'euro a plutôt baissé, le dollar a légèrement monté. Mais je pense qu'il ne faut pas raisonner au jour le jour sur les questions de taux de change et taux d'intérêt. On y reviendra, Christian. J'ai presque fini, je termine ma phrase. Je pense que s'il y avait une nouvelle secousse financière sur les taux longs américains, sur le dollar, sur la réticence éventuelle à financer de la part des investisseurs étrangers le déficit extérieur américain, je pense que ça freinerait ces initiatives. Merci. Merci Christian de Boissieu. Évidemment, on va revenir sur tous ces points en détail. Antoine Bouet, je me tourne maintenant vers vous. On va creuser tout ça. Regardons le protectionnisme, on va dire, de la nouvelle administration américaine. Elle mérite vraiment d'être replacée dans un contexte particulier, enfin dans son contexte finalement. C'est un petit peu ce que vous allez nous dire dans ce propos introductif. Tout à fait. Alors, merci beaucoup d'abord pour cette invitation. Cette année a été une année assez incroyable du point de vue du protectionnisme et pour les spécialistes du protectionniste dont je suis. Le 2 avril a été un jour incroyable. La conférence de presse sur la pelouse de la Maison-Blanche a donné lieu à un spectacle qui était d'une très grande violence. Relisez le texte du discours de Donald Trump. Il a accusé les pays étrangers d'avoir violé, saccagé, pillé les États-Unis pendant des décennies. Donc les mots ont été considérablement violents. Et puis les décisions, effectivement, il y a des décisions qui ont été une hausse majeure du protectionnisme sur laquelle on reviendra certainement. Et puis effectivement, après, il y a eu un retour, mais il y a quand même des décisions qui ont été très violentes. Et puis surtout, c'est aussi, en fait, au niveau des motivations. Il y a la motivation qui revient assez souvent. Alors, non seulement de pratiques jugées déloyales de la part des partenaires étrangers. C'est jamais de la faute des États-Unis si il y a un déficit commercial américain. Et c'est aussi pour un argument de sécurité nationale. C'est-à-dire que s'il y a un recours au protectionnisme et des notifications qui vont à l'Organisation mondiale du commerce qui continuent de fonctionner tant bien que mal, eh bien, il y a très souvent un motif qui est utilisé, qui est celui de la sécurité nationale. Et donc ça, c'est relativement nouveau. Et c'est une tendance très forte du protectionnisme d'aujourd'hui.
Alors, ceci dit, et puis les institutions aussi ont pris des coups assez terribles. L'Organisation mondiale du commerce, parce que les tarifs réciproques de Trump le 2 avril ne respectent pas la clause de non-discrimination, la première clause de l'Organisation mondiale du commerce, ne respectent pas ce qu'on appelle l'échelle des concessions, en fait les concessions qui avaient été antérieurement octroyées par les partenaires. Et donc les deux grands principes du multilatéralisme sont bafoués par la nouvelle administration américaine qui déjà ne respectait pas tellement l'Organisation mondiale du commerce auparavant. Voilà. Et puis en plus il y a les accords de libre-échange, les accords régionaux, donc par exemple l'accord en Amérique du Nord entre le Mexique, le Canada et les États-Unis, qui n'a pas du tout été respecté. Et donc ça veut dire qu'on ne respecte aucune règle de la part de l'administration américaine. Donc c'est d'une très grande violence. Alors je voudrais quand même souligner que les États-Unis sont un pays de tradition protectionniste depuis leur naissance. Ils ont mis en place en fait des tarifs douaniers pour collecter des recettes publiques, pour financer tout un tas de choses, notamment une armée et puis des subventions pour l'industrie. Et puis ensuite, c'est le Nord qui a gagné, et le Nord était industriel et pas très compétitif, alors que l'agriculture était très compétitive. Et puis ça a continué après, en juin 1930. Et donc il y a une tradition protectionniste. Si on remonte un tout petit peu dans le temps, on a eu Biden qui a continué les tarifs du premier mandat Trump, et Obama n'était pas très en faveur du libre-échange. Donc il y a une tradition protectionniste très forte aux États-Unis. Il y a un deuxième élément aussi, donc ça ne peut pas nous surprendre, mais en même temps il y a un deuxième élément, c'est ce que disait Christian de Boissieu, c'est que Trump always chicken out, donc il revient toujours en arrière, je crois qu'on dit même il se dégonfle. Alors c'est vrai, en fait, et donc ça, si on fait un chiffrage aujourd'hui du protectionnisme, il a été très fort à la mi-avril 2025, et puis il a redescendu depuis le niveau des tarifs moyens aux États-Unis, et donc son impact sur le commerce est finalement un petit peu plus soft que anticipé. Alors on va revenir même sur l'impact chiffré, parce que je crois que vous avez pas mal de chiffres à nous donner pour montrer l'ampleur du phénomène. Lionel Fontanier, est-ce qu'on n'est pas finalement, on parlait là, protectionnisme, mondialisation, etc., est-ce qu'on n'est pas en train d'assister finalement à la fin d'un modèle, celui du multilatéralisme ? Alors, merci pour l'invitation et bonsoir à toutes et tous. Je crois effectivement que l'une des lectures possibles, c'est celle-ci. C'est la fin du multilatéralisme qui avait été mis en place par les États-Unis, d'une certaine façon, en 1947, donc au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour essayer de faire en sorte que tous les errements passaient. Donc Antoine Bouet a cité un certain nombre d'épisodes. On aurait pu aussi citer... Donc le tarif McKinley en 1890, qui s'était assorti ensuite quand McKinley était devenu président des États-Unis, puisqu'il était que congressman à l'époque où il avait mis ça en place, qui s'était assorti quand il est devenu président, quand il a été élu, donc d'une politique expansionniste. Les États-Unis s'étaient élargis à l'époque, et on était à une époque où les États-Unis essayaient déjà d'obtenir que le Canada rejoigne l'Union. Donc il y a eu toujours cette tendance de protection, d'expansion. Et donc McKinley, qui avait été appelé à l'époque le Napoléon de la protection, est une forme de modèle pour Trump. J'espère que ce ne sera pas un modèle jusqu'au bout, puisqu'il a fini assassiné par un anarchiste. Mais c'est effectivement une très grande tradition que l'on retrouve aux États-Unis d'aller-retour vers plus de protection, vers plus de libre-échange. Et le point important, c'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, donc on était allé vraiment vers le libre-échange, avec un certain nombre de règles qui ont été rappelées, comme les règles de non-discrimination. Et ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est non seulement qu'on abandonne, enfin que les États-Unis abandonnent ce principe de non-discrimination, mais ils essayent d'imposer à leurs partenaires de l'abandonner eux-mêmes. Donc on voit bien les États-Unis qui demandent au Mexique de mettre des droits de douane sur la Chine et donc les États-Unis qui font pression sur l'Europe dans la même direction. Donc ce n'est pas simplement les États-Unis qui abandonnent le principe de non-discrimination. Ils essayent de faire en sorte, par cascade, par effet de domino, que les autres pays
sortent aussi de ce principe de non-discrimination. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il s'est passé tout simplement qu'il y a une perte d'hégémonie commerciale des États-Unis, il y a une perte d'hégémonie économique d'une certaine façon des États-Unis. Il faut bien voir que quand Trump a été élu, on est arrivé à une situation où la Chine était plus grande que les États-Unis en parité de pouvoir d'achat. Donc c'est un chiffre qu'il faut rappeler. La Chine, en termes économiques, est aujourd'hui plus grande que les États-Unis une fois qu'on a corrigé des taux de change et de l'inflation. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose qui ne plaît pas du tout aux États-Unis pour des raisons géopolitiques. Donc je laisserai Dominique Moisy expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais il y a vraiment cette question de perte d'hégémonie. Et ça a été théorisé par les conseillers de Trump, qui disent, au fond, jusqu'ici, on a produit des biens publics internationaux. Donc les biens publics internationaux, c'était évidemment la protection militaire qui était offerte à l'Europe, c'était le dollar comme monnaie internationale, c'était le libre-échange avec un libre accès aux États-Unis. Le taux moyen de droits de douane avant Trump 2 aux États-Unis, c'était quelque chose comme 3-4%. Et il y avait la moitié du commerce américain qui se faisait à 0 droit de douane. Donc c'était un grand marché qui était complètement ouvert. Et donc, ce que dit maintenant la théorie qui entoure donc la violence des propos, donc il y a la violence dans les propos, puis il y a la théorie derrière, et ce que dit la théorie, c'est les États-Unis n'ont plus les moyens de payer, et donc maintenant il faut que les partenaires commerciaux passent à la caisse, et donc il faut que vous payiez avec des droits de douane pour permettre aux États-Unis de continuer à vous défendre, de continuer à avoir un dollar que cette administration considère comme surévalué, etc. Donc on a vraiment ce passage d'une situation où les États-Unis étaient hégémoniques, avaient mis en place un système multilatéral pour justement faire en sorte que le libre-échange s'installe, et ce même pays qui avait mis en place ce système, eh bien, vient de le détruire d'un seul coup, avec violence, dans cette journée du Liberation Day, du 2 avril, qui, probablement, dans les livres d'histoire économique, restera une date aussi importante que la date de 1947 que je mentionnais tout à l'heure. Merci pour ce tour d'horizon. Alors on voit effectivement que les cartes sont vraiment rebattues, j'irais même au quotidien, parce qu'on ne sait jamais de quoi sera fait le lendemain. C'est très disruptif. Dominique Moisy, donc là on vient d'avoir trois explications, trois exposés sur le plan économique. Vous êtes notre géopoliticien ce soir. Est-ce que, alors à partir du moment où Lionel Fontanier parle de la fin du multilatéralisme, est-ce qu'on peut dire la même chose de l'ordre international qui existe depuis 80 ans, en fait? Non, tout à fait. Je crois que les États-Unis ont été pendant 80 ans un principe d'ordre, même s'il y a eu des moments où ils se lançaient dans des aventures militaires catastrophiques, mais globalement, ils ont été un principe d'ordre qui a porté le système libéral classique de la démocratie capitaliste. Et depuis le 20 janvier 2025, parce que je crois qu'il faut distinguer Donald Trump 1 de Donald Trump 2, l'Amérique est devenue un principe ou un facteur de désordre. Elle a rejoint le camp des puissances révisionnistes que sont la Chine et la Russie. Elle se situe dans un contexte qui rappelle, qui évoque l'Europe de la fin du XIXe siècle, avec les sphères d'influence que chacun entend élargir. Donc la Russie veut biélorussiser l'Ukraine comme une première étape de son ambition impériale retrouvée. La Chine veut apparaître comme la première puissance en mer de Chine, retrouver Taïwan, mais en réalité redevenir ce qu'elle était jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire la première puissance mondiale. Et l'Amérique dit, au fond, il n'y a pas de raison que je me comporte différemment de ces grands pays. Moi, je veux le Canada, je veux le Groenland, retrouver le canal de Panama. Mais en réalité, dans cette entreprise de destruction de l'ordre libéral classique, ce n'est pas tant ce que veut l'Amérique qui est essentiel, c'est ce qu'elle est en train de devenir.
c'est-à-dire elle remet en cause sur son territoire même la démocratie libérale classique. Et elle apparaît comme un encouragement extraordinaire au populisme. On le voit en Europe, dans de grands pays, où aujourd'hui, si l'on en lit les sondages, vous voyez que le Reform UK est en tête en Grande-Bretagne. Même dans 2 sondages, l'AfD dépasse, c'est quand même révolutionnaire pour l'Allemagne, la CDU en Allemagne, et je vous épargnerai la situation de notre pays. Donc il y a ces données. En fait, je crois que il ne faut pas non plus tomber dans la caricature. Et la journée d'aujourd'hui nous fournit en la matière une forme d'avertissement. Au fond, le Trump que nous venons de dénoncer, justement pour Liberation Day, triomphe à Jérusalem, triomphe à Sharm el-Sheikh, et nous sommes nombreux à nous demander si la détermination dont il a fait preuve, Trump, à l'égard de Netanyahou, il ne pourrait pas l'utiliser un peu à l'égard de Poutine en Ukraine. Ça changerait tout. Alors, la dernière question qui me paraît essentielle est de savoir, bien entendu, à qui profite en réalité la politique de Trump, MAGA, mais est-ce que c'est pas Make China Great Again plutôt que Make America Great Again? Et ça nous laisse à nous face à une interrogation et à un défi. Nous sommes passés brutalement en quelques jours de l'adolescence à l'âge adulte. Est-ce que notre ambition ne serait pas, en dépit de nos divisions, en dépit de nos tentations fâcheuses, d'incarner la rationalité et la modération dans le monde face à l'imprévisibilité absolue? Et paradoxalement, dans cet objectif, il y a 2 pôles en compétition, la Chine et l'Europe. Et l'Inde? On n'a pas parlé de l'Inde, mais on va y revenir, parce que c'est un point important, effectivement. Alors, je vais revenir sur la question des chiffres avec vous, Antoine Bouet. Pour parler concrètement, à combien, je dirais, peut-on chiffrer l'impact de toutes les mesures protectionnistes dont on parle tout à l'heure, que vous avez évoquées? Alors, impact évidemment sur le commerce, l'économie mondiale, avec peut-être un focus sur l'Europe et la France. Est-ce que l'on peut vraiment chiffrer tout cela concrètement? Alors oui, on a des modèles pour ça. Alors, mais l'année 2025 a été une année assez terrible pour les prévisionnistes, tout simplement parce que dans un monde totalement imprévisible, on a fait une dizaine d'estimations du nouveau plan de l'administration américaine en matière protectionniste. Et donc l'équipe râlait en permanence. Donc c'était difficile. On l'a fait. Alors en fait, mais c'est important parce qu'à la mi-avril 2025, il y avait effectivement des prévisions qui étaient assez terribles. Donc juste après Liberation Day, parce que là on était effectivement avec un protectionnisme américain qui était très fort. Et puis on se disait qu'il y aurait beaucoup de représailles de la part des partenaires commerciaux. Pour donner le chiffre de Lionel Fontanier tout à l'heure sur le niveau des droits de douane aux États-Unis en début d'année, donc avant l'investiture de Donald Trump, est tout à fait exact. 5%, c'est entre 4 et 5% selon la façon dont on pondère les droits de douane. En fait, si on fait ces calculs à la mi-avril 2025, après l'annonce des reciprocal tariffs, la protection américaine en moyenne est à 24%. Donc elle est multipliée par 5, pratiquement. Et ensuite, à coup de retour en arrière, Trump always chickens out, à coup d'exemption sectorielle,
Il y a à coup de négociations, de deals, et les deals qui ont été effectivement négociés en juillet et août sont importants là-dessus. On revient plus dans un petit peu au-dessus de 15%. Alors justement, la question, vous l'évoquiez Lionel Fontanier, en lien direct avec ce que vient de dire Antoine Bouet, comment est-ce qu'on arrive à ce chiffre, alors notamment 15% de droits de douane, d'où est-ce que ça sort? Pourquoi 5, pourquoi 4, pourquoi pas 30, pourquoi pas 45? Alors c'est une très bonne question. Comme toutes les questions d'Emmanuel, bien sûr, mais celle-là est vraiment très bonne. On n'a pas préparé avant, je le précise. Donc, le point, probablement, pour comprendre cela, c'est ce que les économistes appellent le droit de douane optimal. Alors, ça peut paraître quelque chose d'étonnant, puisque les économistes sont supposés être plutôt pour le libre-échange. Donc, en quoi un droit de douane peut-il être optimal? En réalité, quand on est un grand pays, qu'on dispose d'un pouvoir de marché, on peut utiliser ce pouvoir de marché pour mettre des droits de douane et obliger, du coup, les exportateurs étrangers à baisser leurs prix, de telle sorte qu'on transfère de la richesse depuis les pays étrangers vers le pays qui a mis en place le droit de douane. Alors, quel est le niveau auquel on doit s'arrêter? Eh bien, donc les modèles économiques nous répondent très précisément. En première analyse, ce niveau, c'est l'inverse de l'élasticité de la demande. Donc, vous me dites, quelle est l'élasticité de la demande? Donc, ça se calcule, c'est 5. Donc, l'inverse, donc, ça veut dire que c'est 20%. Le droit de douane optimal, c'est 20%. Et 20% si il n'y a pas de représailles des partenaires commerciaux. Donc il faut faire deux choses. Il faut taper un peu en dessous de 20% pour essayer d'éviter les représailles, et il faut le faire en étant très menaçant. Et donc la violence qu'Antoine Bouet décrivait tout à l'heure, elle sert à cela. La violence, elle n'est pas fortuite. Elle sert à impressionner les Européens. Elle sert à impressionner les Chinois. Ça n'a pas marché sur les Chinois, ça a marché sur les Européens. En leur disant, je vous mets 20 ou je vous mets 15. Mais si vous faites des représailles à 15, si vous mettez 15 à votre tour, vous aurez 30. Et si vous faites des représailles à 30, vous aurez 50, etc. Et les Européens l'ont cru. Et ils ont eu raison de le croire parce qu'ils l'auraient fait. Et donc, on est dans une situation où il faut taper en dessous de 20, mais être suffisamment menaçant pour être crédible. Deuxième limite à cela, effectivement, les droits de douane sont aussi des droits de douane qui s'appliquent aux importations intermédiaires qui retournent dans le processus de production aux États-Unis, les composants. Et c'est bien pour ça, par exemple, qu'on a eu une exemption sur les avions. Et il y a eu d'autres exemptions aussi. Il y a des secteurs qui sont dans des chaînes de valeur internationales très intégrées, et c'est tout à fait suicidaire de mettre des droits de douane dans ces secteurs. Et donc, en moyenne, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 15%, parce que 20%, c'est trop, pour les deux raisons que j'ai évoquées. Oui. Alors, Christian de Boissieu, montrer les dents face aux États-Unis, est-ce que l'Europe, vous qui connaissez très bien la dimension, l'armature, la cuisine européenne, est-ce qu'on peut réellement montrer les dents? Est-ce qu'il est encore temps de le faire? Est-ce qu'on a la volonté de le faire? Moi, je pense que par rapport au débat des 15% sur lequel nous n'avons pas répliqué, et j'ajoute que, à mon avis, le problème de l'Europe, ce n'est pas principalement les 15%, c'est ce qu'il y a à côté. Il y a les engagements que nous avons pris d'un certain montant d'investissement direct. Alors peut-être qu'on l'aurait fait de toute façon, pour en avoir débattu déjà avec Lionel, mais l'Europe s'est engagée à faire quand même des centaines de milliards de dollars d'investissement direct aux États-Unis et d'achat d'énergie. Donc ce sont les deux codicilles ou éléments collatéraux qui me paraissent devoir être pris en compte et sur laquelle, je veux dire, nous n'avons pas répliqué. Je crains par rapport à ta question, Emmanuel, je crains que maintenant, ça soit du réchauffé du côté européen. Alors, moi, je pense qu'il faudrait répliquer par d'autres voies. Il y a l'instrument coercitif européen. Moi, je suis complètement pour l'adoption de textes, disons, similaires à ceux qui existent depuis des années, des décennies aux États-Unis. Le Buy American Act 1933, le Small Business Administration dans les années 1950. Ça fait 15 ans qu'à Bruxelles, on évoque le problème d'un Buy European Act qui réserve par exemple une partie non négligeable des marchés publics vers les entreprises européennes. Bon, le Small Business Act des années 1950 qui a créé aux États-Unis la Small Business Administration. Ça fait également, moi je me souviens des débats du temps où Mme Lagarde était ministre des Finances à Bercy, on évoquait ce problème et ce projet européen pour
doper en quelque sorte la croissance, l'innovation dans le tissu des PME. À ma connaissance, sur ces 2 projets, l'Europe n'a pas avancé. Alors peut-être, sans doute parce que les 27 ne sont pas d'accord. Mais si les 27 ne sont pas d'accord pour avancer sur des projets, je veux dire, l'urgence pour moi, compte tenu du blocage européen, et pour contourner éventuellement l'unanimité, c'est d'avancer avec les pays qui le veulent et qui le peuvent. Faire des petits cercles concentriques. Je veux dire, on me dit souvent, mais monsieur, vous êtes favorable, on va vers une Europe à géométrie variable à plusieurs vitesses. Ce à quoi je réponds, nous y sommes déjà. Je veux dire, il y a aujourd'hui 20 pays dans l'euro, il y a 26 pays dans Schengen, le marché unique c'est 27, je veux dire, le format est complètement variable. C'est revoir le modèle en fait, oui. Revoir le modèle en quelque sorte. Antoine Bouet, vous êtes d'accord avec ce que je vous voyais un petit peu tiquer sur ce que disait Christian de Boissieu? Oui, alors écoutez, je vais peut-être m'attirer des critiques, mais en fait je ne suis pas aussi critique du deal entre les États-Unis et l'Union européenne. Tout simplement parce que si on reprend en fait le timing, en juillet 2025, le Conseil de l'Union européenne fait une recommandation qui est de trouver une solution négociée à tout prix avec les États-Unis et surtout d'éviter les 30%. Bon, donc c'est ce qui a été fait par la suite. Et puis, si on regarde en fait le programme de Donald Trump, on sait très bien qu'il y aura de toute façon des tarifs américains sur nos exportations qui devront être supérieurs aux tarifs qu'on leur met sur leurs exportations. Pourquoi ? Parce que c'est en fait la colonne vertébrale de la politique économique selon Trump. Il veut mettre en place une protection permanente, que disait tout à l'heure Lionel Fontanier, pour faire payer un ensemble de biens publics internationaux offerts par les États-Unis au reste du monde, le dollar, la protection militaire, etc. L'argumentation peut être fausse, mais c'est ce qu'il pense et c'est ce qu'il veut mettre en place. Et puis, il y a une partie transactionnelle dans le protectionnisme de Trump qui est de faire pression sur les partenaires pour obtenir des concessions commerciales. Donc je pense qu'effectivement, les 15%, c'est la protection permanente. Il était prêt à aller jusqu'à 30% dans un premier temps, mais ensuite on aurait eu 45, 60, 60. Et qu'est-ce qu'on aurait fait dans une position où on est à 27 pays, dans une position donc très difficile, avec les problèmes d'indépendance militaire qui se posent à l'Europe vis-à-vis des États-Unis, ça aurait été une position extrêmement délicate. Donc, je ne suis pas aussi critique sur la position européenne. Et puis, je rappelle quand même que mettre des droits de douane, c'est coûteux. Alors, même s'il y a effectivement un aspect terme de l'échange qu'on peut améliorer avec l'imposition par un grand pays, mais je pense que ce qu'on gagne avec ceci, c'est finalement assez faible. Donc voilà, je suis moins critique sur cet aspect, sur ce deal. Dominique Moësi, sur ce point, on voit très bien que la géopolitique rejoint l'économie. C'est un peu la géopolitique économique, finalement. C'est un concept à part entière. La conséquence de l'Europe, comment vous regardez, vous, en tant que géopoliticien, ces conflits commerciaux? Ça peut avoir un impact direct pour nous, évidemment. Comment vous voyez évoluer les choses? Et puis le déplacement, peut-être, on parlait de l'Inde tout à l'heure, ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur le sujet. Le premier point, c'est que la réaction modérée de l'Europe, me semble-t-il, a renforcé le mépris que l'administration Trump avait pour nous. En même temps, je crois que la décision prise par le président de la République le 9 juin 2024 de dissoudre le Parlement a eu des conséquences de politique étrangère considérables. Si votre crédibilité est attaquée de l'intérieur, votre légitimité à l'extérieur est divisé par un multiple. Donc on ne peut pas à la fois s'affaiblir à l'intérieur et vouloir jouer les gros bras à l'extérieur, même si c'était une politique qui me semblait nécessaire. Avant de répondre directement à votre question, j'étais au Japon il y a 3 semaines. S'il y a un pays qui se sent abandonné et trahi par les États-Unis, c'est le Japon. Mais
ils sont arrivés à la conclusion qu'en réalité, contrairement à nous Français ou à nous Européens, ils ne savent pas faire sans l'Amérique. Donc ils sont furieux, ils se sentent humiliés et ils en font le moins possible. Alors, vous me parliez de l'Inde. Moi, je suis très frappé par mes contacts indiens en ce moment. Ils sentent que c'est le moment de l'Inde. Bizarrement, les excès de Trump d'un côté, la peur qu'exerce la Chine de l'autre, donnent à Modi et à l'Inde le sentiment qu'ils sont le grand de demain et le grand démocratique, modéré et rationnel. Moyennant quoi, eux, ils ne choisissent pas en matière de commerce. Les choses pourraient s'arrêter en Ukraine si demain la Chine et l'Inde décidaient de ne plus acheter les hydrocarbures russes. Alors, à aucun moment, elles n'ont pris cette décision. Il y a un autre exemple qui est l'acier, évidemment, donc Inde, Arcelor, etc. Lionel Fontanier, est-ce que, question directe, les décisions sur l'acier, est-ce qu'elles confirment la généralisation de ce fameux protectionnisme que vous évoquiez tout à l'heure ? Alors, là, c'est un sujet délicat parce qu'il faut bien qualifier le mot protectionnisme. Et donc, si on veut qualifier le mot protectionnisme comme quelque chose qui ne passe pas la porte à l'OMC, à Genève, là, on n'est pas exactement dans cette situation. On est dans une situation où on met en place des mesures de sauvegarde. Les mesures de sauvegarde sont complètement prévues dans les textes qui gèrent le commerce international. Il y a des règles précises pour le faire. Et donc, si on prend des mesures de sauvegarde, on est dans la zone grise qui n'est pas encore tout à fait du protectionnisme, qui n'est plus tout à fait du libre-échange, mais c'est exactement comme l'antidumping et beaucoup d'autres mesures de ce genre. Donc on est dans le domaine de ce qu'on appelle la défense commerciale, et on a beaucoup opposé à Bruxelles d'être l'idiot du village, hein, ça a été beaucoup dit, vous êtes les derniers, etc. Et donc Bruxelles s'affirme et n'est plus l'idiot du village, je ne pense pas qu'il l'ait jamais été, mais en tout cas n'apparaît plus comme tel, en activant des leviers qui sont des leviers de défense commerciale ou de protection contingente, et donc en le faisant dans quelque chose qui ressemble à la légalité du GATT, hein, de l'OMC. Alors ça respecte la lettre. Est-ce que ça respecte l'esprit? Peut-être pas tout à fait, mais ça respecte la lettre en tout cas. Et donc on n'est pas dans cette appellation pure de protectionnisme. Ça, c'est une vision des choses que j'aurais si j'étais à Bruxelles. Maintenant, si j'étais en Chine, je verrais les choses de façon assez différente, évidemment, et je dirais qu'il y a un effet domino, c'est-à-dire que le protectionnisme américain qui a empêché la Chine d'exporter aux États-Unis fait que la Chine doit exporter évidemment vers d'autres marchés. L'Europe est un marché qui jusqu'ici était ouvert et qui se ferme. Donc on a bien cet effet de domino dont est victime la Chine. Tout ça est lié à des capacités de production d'acier qui sont gigantesques en Chine, qui sont très au-delà du nécessaire. Mais la Chine considère, elle, qu'il y a généralisation du protectionnisme. Mais nous, en tant qu'Européens, on dit on fait juste de la défense commerciale. Alors, Christian de Boissieu, et après je vais revenir vers vous, Antoine Bouet. Vous souhaitiez réagir à ce que dit Lionel? Et après, on va accélérer un petit peu pour passer la parole à la salle. Si vous voulez, on vient de parler des réponses possibles à Trump. Moi, je pense qu'il y a une réponse importante, c'est d'essayer de mettre en œuvre le rapport Draghi. Sur l'innovation, enfin bon, on le présente plus, puisque tout le monde connaît le rapport Draghi. Je pense que le mépris ou l'absence de respect dont parlait Dominique tient à nos faibles performances économiques. Voilà. Et que c'est le point de départ du rapport Draghi. Et alors, vous allez me dire, tout dépend de l'horizon des mesures, mais dans les propositions du rapport Draghi, il y a des choses qu'on peut faire assez vite. Faire évoluer la politique européenne de la concurrence à Bruxelles. Il n'y a pas besoin de changer les textes. Il suffit de changer leur interprétation. Je veux dire, jusqu'à présent, depuis 20 ou 30 ans, on a plutôt freiné la constitution de grandes entités. Le rapport Draghi le dit, on n'a pas joué des effets de taille, on n'a pas pu profiter des économies d'échelle. Et cette politique européenne de la concurrence, moi je pense, on me dit souvent, mais il faut changer les textes, donc l'unanimité. Je ne suis pas d'accord, il suffit de changer l'interprétation des textes. Et deuxième point, alors par contre, dans le rapport Draghi, des choses qu'on ne va pas faire dans les 6 mois.
l'union de l'épargne et de l'investissement qu'on appelait avant l'union des marchés de capitaux, on peut prendre des mesures maintenant, mais c'est dans la durée que ça aura des conséquences pour améliorer la compétitivité de nos marchés financiers par rapport au marché américain. Je dis ça parce que un an après, sur le rapport Draghi, nous sommes nulle part. Oui. Nulle part. Oui. Antoine Bouet, justement, alors... on va voir les choses peut-être un peu différemment, voir un peu le côté optimiste. Est-ce que les deals que les États-Unis signent avec de nombreux pays aujourd'hui peuvent permettre, in fine, un peu de remettre un peu d'ordre dans le commerce mondial? C'est-à-dire, c'est un grand chamboule-tout, mais finalement, de ce chamboule-tout peut naître quelque chose de constructif. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je crois que les deals que les États-Unis signent permettent de stabiliser un peu les relations commerciales parce que c'était vraiment chaotique jusqu'à la fin juin. Et puis, à partir du moment où il y a eu des deals, eh bien, effectivement, ça amène un petit peu de stabilité, mais c'est très relatif. Il y a des indicateurs qui mesurent l'instabilité sur notamment l'incertitude sur la politique commerciale. Et donc on avait un indicateur qui était à son maximum mi-avril. Et puis il a redescendu, il a été divisé par 2 depuis. Donc on a l'impression qu'on souffle un petit peu après un effort qui a été quand même très très prononcé. Mais il n'en reste pas moins que ces deals sont asymétriques, ils ont été très critiqués pour ça, ils ne respectent pas les règles multilatérales, donc ça c'est un autre problème, mais ils sont là. Donc oui, alors le problème c'est qu'il faut bien savoir que ces deals pour l'instant, juridiquement ils n'existent pas. Donc il n'y a pas de papier, c'est des napkin deals, c'est des deals de serviettes de table, quoi. Donc on va faire ça, mais on n'a pas les détails. Donc l'administration américaine ne les met pas encore en œuvre pour beaucoup de ces deals. Et puis il y a quand même une évolution aussi. On a parlé, je crois, des investissements et des achats que l'Europe devait faire aux États-Unis. Alors moi, je n'y crois pas beaucoup parce que d'abord, en énergie, il n'y a pas les capacités de transport pour réaliser ces achats d'énergie chaque année. Et puis, même sur le militaire, ça restera flou. En 2018-2019, on n'a jamais respecté ce qui avait été prévu entre l'achat Chine-OMC. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'il y a une évolution parce que là, on allait acheter des biens aux États-Unis et faire des investissements directs. Les nouveaux deals, par exemple de la Corée du Sud ou du Japon, eh bien, on transfère l'argent aux États-Unis. Et on demande à M. Trump d'allouer en fait ces investissements directs. Donc ça devient un petit peu délirant. Oui. Compliqué. Voilà. Lionel Fontanier, rapidement, et après on passe la parole à la salle. Rapidement, un point optimiste et un point pessimiste. Donc je vais commencer par le pessimiste. Voilà. Donc la difficulté, pour renforcer ce qui vient d'être dit par Antoine Bouet, c'est que les deals qui sont signés par Donald Trump ne sont jamais des deals. Donc j'en veux pour preuve que dans le deal avec l'Europe, la question de la réglementation du numérique était le point dur sur lequel l'Europe n'a pas cédé. Ça n'a pas été assez rappelé. Il y avait une pression forte pour céder là-dessus. On n'a pas cédé là-dessus. Et ça y est, ça revient, et donc un deal n'est jamais un deal. Donc ça, c'est vraiment un problème. Ça augmente l'incertitude. Cette augmentation de l'incertitude va réduire les investissements en Europe, va réduire les investissements aux États-Unis. On sera perdant-perdant. C'est pour la partie pessimiste. La partie optimiste, c'est qu'il y a un monde en dehors des États-Unis. Le monde est très grand, et les États-Unis sont toujours plus petits dans un monde plus grand. C'est une partie du problème. Et aujourd'hui, les États-Unis représentent quelque chose comme 1/6 du commerce mondial, un peu moins d'1/6 du commerce mondial. Ça veut dire qu'il y a 5/6 du commerce mondial qui peut se passer sans les États-Unis. Et même régler les différends à l'OMC, on a trouvé un système provisoire de règlement des différends. Vous savez que les juges n'avaient pas été nommés dans l'organe d'appel, etc. Eh bien, un système a été trouvé, y compris entre l'Europe et la Chine et quelques autres, pour fonctionner à l'OMC sans les États-Unis. Donc, il va falloir que le monde arrive à vivre un peu moins connecté avec les États-Unis sur le plan commercial, au moins le temps que la tempête Trump passe. Tout ça est très clair. Merci. Alors, chose promise, chose due, quelqu'un va vous apporter un micro. Si vous souhaitez poser quelques questions, on se donne une petite dizaine de minutes. On va faire circuler un seul micro, ce sera plus simple. Merci. Hop là. Donc, la machine se met en route toute seule.
C'est toujours agréable. Donc voilà, vous vous manifestez, voilà, vous vous présentez. Alors pour que le maximum de personnes puissent s'exprimer, je vous demanderai d'être très bref. Donc vous présentez rapidement, vous posez une question. Ne racontez pas d'histoire. Vous posez des questions. Monsieur, on vous écoute. Bonsoir, Guillaume Riant, avocat. Une question très brève. Donc, quand on voit l'état de l'industrie automobile en France aujourd'hui et les sujets justement de protection de l'environnement, est-ce que des droits de douane en Europe par rapport justement aux importations chinoises ne seraient pas aussi justifiés? Alors, qui souhaite répondre? Antoine Bouet, Lionel Fontanier? Alors, il y a une organisation de la production en France qui est particulière, hein, puisque effectivement il y a de moins en moins d'usines en France, mais il y a beaucoup d'usines de marques françaises qui sont implantées en Europe. Et donc, quand effectivement il y a des exportations de ces voitures à l'étranger, eh bien ce ne sont pas des exportations françaises. Et quand des Français achètent une voiture française, eh bien, ce sont des importations françaises. Donc c'est un petit peu dur. On a en fait fait des évaluations sur cet effet-là au CEPI, et c'est vrai qu'il y a une organisation de la production qui est particulière. Alors par contre, ça ramène effectivement des revenus du capital en France, et donc sur cette partie de la balance courante, c'est positif. Alors des droits de douane, il y a un droit de douane de 10%. 10%. Et puis sur les véhicules électriques chinois, il y a des droits de douane anti-dumping qui sont plus élevés, tout simplement parce qu'il y a une constatation de pratiques de dumping de la part des producteurs, des autorités chinoises. Donc je crois que l'industrie européenne se défend, mais avec, c'est vrai, un modèle de fonctionnement qui est un petit peu particulier. Monsieur. Bonsoir, merci beaucoup pour cet échange. Vincent Charlet de la Fabrique de l'Industrie. Il y a quelques années, il y avait en France des voix nombreuses pour trouver que les Allemands étaient presque déloyaux à notre égard, d'avoir tant donné dans les politiques d'offres, qu'ils produisaient beaucoup et épargnaient beaucoup et consommaient si peu, de sorte qu'ils étaient presque un peu co-responsables de nos propres déficits. Est-ce qu'à cette aune, on pourrait trouver que la réaction de Trump vis-à-vis de la Chine est un peu Frenchy, en fait? Est-ce qu'il n'a pas déployé et mis en application des idées qui nous démangent souvent, à nous, dans l'Hexagone? Alors, Christian Boissieu, Dominique Moisy, peut-être? Dominique Moisy? C'est pas mon domaine de compétence, mais je pense que vous avez une intuition, là. Il y a quelque chose, il y a une irritation très grande des États-Unis vis-à-vis de la Chine, qui peut se traduire aussi par des comportements de ce type, avec ce mélange de complexes de supériorité et d'infériorité que l'on retrouve dans la relation franco-allemande. Lionel Fontanier. Alors pour répondre sur un plan strictement économique, mais en reprenant une idée fort juste qui avait été évoquée par Dominique Moisy tout à l'heure, il ne faut pas mettre sur le même plan Trump 1 et Trump 2. Oui. Donc Trump 1 est arrivé avec une situation où il y avait un déséquilibre commercial des États-Unis vis-à-vis de la Chine qui était juste gigantesque. À la fin de Trump 1, ce déséquilibre avait été réduit de moitié. À la fin de Trump 1, donc, le niveau du déséquilibre commercial américain avec l'Europe était à peu près équivalent à ce qu'il était vis-à-vis de la Chine. Donc c'est un roman d'Agatha Christie. Hein. Le suivant sur la liste, c'est évidemment l'Europe. Donc Trump 2 est arrivé et il a fait ce qu'il devait faire. Alors, qui souhaite poser? On se donne encore 3 petites minutes. Alors, monsieur, on va vous apporter le micro, s'il vous plaît. Ce sera peut-être la dernière question. Bonjour, Frédéric Pro, président du MEDEF Essonne. Vous n'insistez relativement peu sur la finance, alors que j'ai l'impression que la domination des États-Unis se fait par la finance privée qui achète tout et demi-tour. On va prendre un petit exemple simple. Total, quand il veut de l'argent, il est obligé d'aller aux États-Unis. Vlan. Alors, Christian de Boissieu. C'est la raison pour laquelle j'évoquais le projet d'union des marchés de capitaux en Europe qui s'appelle l'Union de l'épargne et de l'investissement, qui prendra du temps parce que nos marchés financiers en Europe sont, comme vous le savez, fragmentés. On joue peu des effets taille.
il y a quand même une résistance des pays membres à transférer au niveau européen un certain nombre de compétences. Bon, moi je voudrais dire, je ne sais pas si c'est le moment, mais il faudrait quand même peut-être un jour dire un mot du dollar. Oui, mais j'allais relancer, alors vas-y. Bon, non, mais je ne sais pas si... Votre question n'est pas directement sur le dollar, en fait. Oui, non, sur le dollar, j'amorce une réponse. Moi, ce qui me frappe par rapport au président américain, c'est qu'il veut à la fois un dollar plus conquérant et un dollar plus compétitif. Un dollar plus compétitif, c'est-à-dire qu'il veut faire baisser le dollar. Le dollar a baissé d'à peu près 12% par rapport à l'euro depuis janvier. Bon, alors, c'est pas ce qui se passe depuis 2 jours avec les événements franco-français qui me font changer d'avis sur le fait qu'il y a probablement encore un potentiel de baisse supplémentaire du dollar par rapport à nous, en tout cas par rapport à l'euro. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il pousse la Réserve fédérale à baisser ses taux directeurs. Il pousse la Fed et il remet en cause l'indépendance de la Banque centrale américaine pour des raisons domestiques et pour des raisons internationales. Donc ça, c'est l'aspect, je dirais, dollar plus compétitif. Et je ne sépare pas par rapport à ce que j'ai dit sur les risques d'inflation, droits de douane et baisse du dollar, parce que les deux jouent dans le même sens. Oui. Bon, dollar plus conquérant, on vit une période où il y a une velléité de dédollarisation d'une partie du monde, ce qu'on appelle vaguement le Sud global, mais en particulier les BRICS, sont en train d'essayer de... Et ça a été accéléré par les conséquences des sanctions contre la Russie, essayer de se passer du dollar. Les BRICS, quand ils font du commerce, ils essayent de favoriser les monnaies locales, comme on dit. Bon, à la fin de la journée, pour des raisons de finances internationales, ils doivent se rebrancher quand même sur le dollar. Alors, moi, quand je regarde les parts de marché, parce que le débat sur les monnaies de réserve, c'est un débat pas uniquement sur les taux de change, sur les parts de marché. Le dollar fait encore 58% des réserves de change des banques centrales dans le monde, d'après les statistiques du FMI, hors or, à exclusion de l'or. En 2000, le dollar faisait 70%. Donc, il a perdu des parts de marché. L'euro fait 20% aujourd'hui, c'est la deuxième monnaie mondiale, et le yuan chinois, parce qu'il n'est pas pleinement convertible, ne fait que 2,5% d'après ces statistiques. La livre sterling et le yen, pour moi, sont tombés en deuxième division. Cher président du pays, quand on est en deuxième division football, on peut espérer remonter, bravo pour le Paris FC. En matière monétaire, on ne remonte jamais en première division quand on tombe en deuxième division. C'est la guerre des monnaies que vous évoquiez tout à l'heure. C'est la guerre des monnaies, mais je termine en disant que il me semble qu'il y a un risque derrière cette politique américaine. C'est pas Trump qui fixe la valeur du dollar, ce sont les marchés. On est en change flottant au plan mondial. Je dis simplement qu'il y a un risque à jouer à la fois la baisse du dollar et la volonté de conserver un dollar conquérant. C'est que si le dollar baisse trop, les investisseurs étrangers qui viennent financer le déficit extérieur américain peuvent, à un moment donné, être victimes d'une crise de confiance ou demander des taux d'intérêt beaucoup plus élevés, des taux à long terme du côté américain. C'est ce qui s'est passé, Antoine l'a évoqué, c'est ce qui s'est passé quelques jours après le tableau Excel. Donc attention à pas trop jouer le jeu de la baisse du dollar du côté américain, parce que ça pourrait être dangereux, même pour les conditions de financement du déficit extérieur américain. La guerre des monnaies, le géopoliticien Dominique Moisy, comment le terme même de guerre des monnaies, qu'est-ce que ça vous inspire, rapidement? Rapidement, j'ai encore en tête l'enseignement de Raymond Aron, au Collège de France, professeur pendant des années. Il disait « La guerre économique ou la guerre des monnaies, ça n'est pas la guerre. La seule guerre vraiment qui compte, c'est la guerre où les hommes meurent. » Alors voilà, c'était, vous vouliez une phrase rapide, la voilà. Eh ben, merci beaucoup, belle conclusion. On peut vous applaudir, merci beaucoup pour ces propos très pertinents. Et je signale que si vous souhaitez prolonger les échanges, on aura l'occasion de vous le rappeler, il y a après un excellent cocktail, ce sera l'occasion de continuer les échanges. Je passe la parole à mon collègue, confrère et accessoirement trésorier de l'AGEF, donc très précieux trésorier de l'Association des journalistes économiques et financiers, François Viguet du Point, qui va prendre la suite pour la seconde table ronde.